propose que l'on passe à 2 retours d'expérience. Donc, face à ces constats, hein, ces constats chiffrés que l'on peut observer soit en allant voilà, attaquer les grandes bases de données à notre disposition ou en menant des enquêtes. Voilà, voir en fait les actions qui sont menées pour travailler ces sujets. Et on va tout de suite démarrer avec l'intervention de Monsieur Pelletier, Éric Pelletier et Madame Christine Grisette, donc de l'ARAC Normandie et de OPCO Santé, pour nous parler d'une action de maintien en emploi des seniors avec la mise en œuvre d'un dispositif expérimental dans le médico-social. Voilà, je vous passe la parole. Et je suis un peu la vilaine qui regarde la montre. Je vous dirai si au niveau du temps, si, voilà, c'est un peu juste. Merci. Bonjour à tous, je vais commenter, hein, c'est ce qui était prévu, Eric. Ouais, Donc, je vas-y. suis Christine Griset et je suis chargée de projet pour l'OPCO Santé. Donc, je veux bien qu'on avance sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, l'OPCO Santé, on représente 3 branches professionnelles, donc le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, l'hospitalisation privée à statut commercial et le secteur de la prévention et de la santé, de la prévention et de la santé au travail interentreprises. En termes de volume, ça représente à peu près 1500 établissements sur la Normandie et un peu plus de 50 000 salariés en personnes physiques sur le territoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on accompagne en fait les personnes. Moi, j'aime assez bien cette image de leur naissance jusqu'à leur fin de vie. Voilà. Donc après, on accompagne tout public, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des adultes en difficulté, des adultes handicapés, des enfants handicapés, la protection des mineurs, la protection des majeurs. Enfin, voilà, le champ d'intervention est relativement large et je trouve qu'en termes d'image, c'est plutôt représentatif de notre activité. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. En termes de répartition des volumes, donc je vous disais, on a un peu plus de 50 000 salariés sur la Normandie et ils sont majoritairement en poste dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Et après, bon, alors pas à la marge, parce que c'est quand même 25% des effectifs sur l'hospitalisation privée, et plus à la marge, les services de prévention et de santé au travail. Je veux bien la suivante, s'il vous plaît. Et si on est là aujourd'hui avec Eric pour échanger avec vous, c'est qu'en 2023, on a eu un premier constat en fait. Alors sur des difficultés de recrutement, bon ça, je pense qu'il n'y a pas trop de, il y a pas trop de scoop sur les métiers de la santé et du social. Nos établissements étaient confrontés à des difficultés de recrutement sur des métiers type moniteur éducateur, moniteur d'atelier, accompagnant éducatif et social. Alors c'est toujours le cas, hein, c'est pas, ça n'a pas forcément beaucoup évolué sur le sujet. Et on avait un taux de chômage des plus de 50 ans hein, qui était, voilà, qui questionnait en tout cas. Et l'idée, c'était de faire se rencontrer ces deux publics, nos établissements qui avaient des difficultés de recrutement et, euh, et les publics âgés de plus de 50 ans, demandeurs d'emploi. Euh, et voilà, l'idée, c'était effectivement de modifier les pratiques de recrutement et la gestion des seniors dans les établissements. Euh, Sauf que, au fur et à mesure des accompagnements qui ont pu être réalisés, alors c'est un partenariat qui a été mené avec l'ARACT, d'où la présence d'Eric, et avec un soutien de la DRETS Normandie, il se trouve que l'ARACT, quand Eric a commencé ses accompagnements, on a vu évoluer un petit peu les choses et le projet a pris une direction un petit peu plus maintien dans l'emploi que recrutement des seniors, en fait. Nos établissements n'avaient pas forcément de problématiques sur le recrutement des seniors, mais c'était plutôt de comment on peut les accompagner, comment on peut les maintenir en emploi euh, dans nos établissements. Je veux bien la suivante et je crois que c'est du coup Eric qui reprend le relais et je te laisse préciser, enfin détailler ce que je viens de dire et puis Ouais. les retours qui ont pu être ressortis des accompagnements auprès des établissements. Merci. Ok, merci Christine. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, là, je vous ai mis une diapo. Parce que je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous l'ARAC, mais bon, l'ARAC, c'est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On est une agence de l'État qui dépend du ministère du Travail et donc qui a pour objectif d'accompagner
les structures en région sur des projets d'amélioration des conditions de travail, donc vraiment au sens large. Donc moi, je suis ergonome de formation et ça fait 21 ans maintenant que je suis à l'ARACT et j'ai fait 2 aménagements de poste de travail. Donc voilà, notre métier, c'est pas d'aller forcément là-dessus, mais d'être plutôt sur les questions d'organisation du travail. Bon, pour la petite histoire, moi j'ai été recruté donc il y a 21 ans sur la question du plan emploi senior. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé et donc on voit bien que c'est un sujet qui revient, qui revient régulièrement. Et donc voilà, bon, je vais pas m'étaler sur tous les champs d'action, mais on est vraiment sur la question des conditions de travail au sens large et donc notamment la question sur la question des seniors et la question des âges. On a beaucoup travaillé sur la gestion des âges et gestion de tous les âges. On a travaillé sur cette question-là, et donc on peut passer à la diapo suivante. De toute façon, vous en prendrez connaissance plus tard de celle-là. Sur l'emploi des seniors, effectivement, comme le disait Christine, la demande était double, hein, sur favoriser le recrutement des seniors et puis agir sur le maintien en emploi. Et effectivement, dans les accompagnements qu'on a pu réaliser, cette question du recrutement des seniors, elle n'était pas forcément d'actualité, en tout cas quand on est intervenu. C'est quelque chose que moi j'ai pu voir il y a quelques années, hein, sur les difficultés des représentations qu'on pouvait se faire sur les seniors, sur les involutions fonctionnelles, sur le coût des seniors, sur les réticences au changement, etc. Aujourd'hui, c'est une question, en tout cas dans les accompagnements qu'on a pu réaliser, c'est des choses qui sont moins ressorties, et notamment en lien avec tous les enjeux d'attractivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de problématiques d'attractivité, j'ai envie de dire, entre guillemets, on fait moins la fine bouche, et au contraire, on a plutôt tendance à mettre en avant justement les avantages que peuvent représenter les seniors en termes de compétences, notamment. Et donc, on s'est plutôt orienté, nous, sur la question du maintien d'emploi. Alors, je remercie Monsieur Billet, hein, j'ai eu l'occasion de le faire pour l'exposé que vous nous avez fait. J'ai trouvé ça très intéressant. La question du soutien à l'emploi, voilà, c'est quelque chose que je garde bien en tête, plutôt que de parler de maintien en emploi. On verra après que c'est pas forcément que le soutien des seniors, mais c'est aussi le soutien que les seniors peuvent représenter pour les plus jeunes ou pour les nouveaux, en tout cas. Et donc, voilà, pour vous présenter le dispositif, bah, nous, ce qu'on a proposé, en fait, c'était d'accompagner des établissements sur un diagnostic flash, hein, qui était en 2 jours, où on a mobilisé un outil d'autopositionnement qui est disponible sur le site de l'ANACT, et qu'on a mobilisé, nous, dans le cadre de groupes de travail dans lesquels on a réuni des représentants du personnel, donc CSE, et puis des représentants de la direction et de l'encadrement. On a accompagné quatre associations sur l'ensemble du territoire, et plutôt dans le secteur du handicap. Et donc 2 jours d'accompagnement avec une première journée sur plutôt diagnostic. C'est concrètement aujourd'hui sur la question des seniors, où est-ce que vous en êtes? Et puis une deuxième partie, une deuxième journée qui était plutôt sur les plans d'action. C'est voilà, une fois qu'on a dressé cet état des lieux-là, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la question du maintien en emploi du maintien en emploi des seniors. Donc ce qui a été important pour nous, c'est que c'était vraiment et c'est ce qu'on voulait, hein, vraiment promouvoir, c'est une démarche collective et paritaire. Donc c'est de se mettre ensemble autour de la table pour pouvoir évoquer ces questions-là. Donc de pouvoir établir un diagnostic partagé et d'être vraiment dans la co-construction à la fois du diagnostic et aussi dans la co-construction des pistes d'action. Alors là, juste pour info, ça, c'est la première page du livrable qu'on vient tout juste de finaliser avec Opco Santé, et que vous pourrez bientôt consulter. Donc, on a pris quelques petits extraits de ce livrable. On peut passer à la diapo suivante si vous voulez. Euh, voilà, quelques éléments de constat, hein, sur ces accompagnements-là. Bah, ce qui nous semble important, c'est qu'il y a vraiment un enjeu de passer d'une logique réactive à plutôt une culture de l'anticipation, où aujourd'hui, voilà, les constats qu'on peut faire, c'est qu'il y a déjà une dynamique d'anticipation qui est plus ou moins engagée en fonction des structures, qu'il y a des outils RH et des espaces de dialogue qui sont déjà existants, mais ça mérite quand même d'aller encore un petit peu plus loin, et notamment sur ce sujet-là. Et puis qu'il y a une attention qui est portée plutôt aux situations individuelles, mais pas forcément des approches collectives sur le sujet, notamment des âges et le sujet senior. Quelques marges de progrès qu'on a pu identifier, bah, c'est d'intégrer davantage l'âge dans la stratégie RH, et notamment dans le traitement des données. Alors,
j'avais dit hein, en préparant en tout cas ce webinaire, c'est que on a des données qui nous ont été présentées là auparavant, qui sont des données plutôt macro. Bah, l'idée, c'est d'être aussi sur cette logique-là, mais il y a énormément de données qui sont produites dans les structures, dans les entreprises. Et moi, je fais beaucoup de démographie du travail dans les entreprises, et donc il y a un vrai enjeu à aller encore plus loin dans l'analyse des données pour savoir face à quelle population on se trouve et quels sont les enjeux par rapport à ça. Donc, il y a vraiment une marge de progrès sur cette question-là. La question du transfert des savoirs, hein, donc on a un vieillissement de la population donc qui se retrouve dans les entreprises. On demande aux salariés de travailler plus longtemps, mais à un moment, ils vont partir et dans certaines structures, ils vont partir en masse. Et on voit bien que le transfert des savoirs, il n'est pas aujourd'hui très formalisé. Donc ça passe notamment par le tutorat, mentorat, entre autres, mais qu'en tout cas, il y a un vrai enjeu à renforcer cette question-là et l'anticipation du transfert. Un enjeu à mieux mobiliser les dispositifs existants, je vais en parler un petit peu après, mais notamment sur la retraite progressive, par exemple, puisque on s'est posé la question du maintien en emploi, mais on s'est posé aussi la question de la préparation du départ en retraite. Et donc anticiper les départs et se focaliser aussi sur les postes clés. C'est concrètement, il y a des fois des monocompétences. Il y a des postes pour lesquels il y a des compétences très, très fines et donc des gens qui sont là depuis une trentaine d'années. Et donc quand ils partent, ça peut mettre à mal aussi l'organisation. Et puis un enjeu aussi sur le renforcement du dialogue social sur les enjeux seniors. Alors j'ai envie de dire à la fois dialogue social et dialogue professionnel. Concrètement, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'outiller le dialogue professionnel. C'est le dialogue social où on va pouvoir négocier des accords sur la QVCT, sur les seniors, sur l'égalité, etc. Il doit se nourrir pour nous du dialogue professionnel. C'est concrètement qu'est-ce qui se passe dans le travail et comment on peut s'appuyer là-dessus pour renforcer le dialogue social et avoir des accords qui tiennent la route, entre guillemets. Et puis le point de vigilance qui nous semble vraiment important dans les accompagnements, c'est que le sujet des seniors, il dépasse la seule question de l'âge et qui doit à un moment, enfin même tout le temps en fait, interroger l'organisation du travail, les questions de prévention, de soutenabilité des parcours professionnels aussi, et qu'on ne peut pas raisonner purement âge et se dire on va traiter des données pour savoir où sont les seniors, mais il faut se poser vraiment la question du travail qui est effectué, dans quelle organisation ça se passe et est-ce qu'on est sur des organisations comme le disait Pierre Falzon, notamment capacitante en fait. Hein, c'est comment on peut agir aussi sur l'organisation, voire surtout sur l'organisation. Peut-être passer sur la diapo suivante. Voilà, alors ça, c'est vraiment voilà, des extracts hein, du livrable. On vous fera parvenir le lien pour voir plus dans le détail. Hein. L'idée, c'est vraiment de vous donner quelques éléments là-dessus. Mais on a, nous, identifié 6 axes majeurs pour transformer les pratiques, en fait. Hein, et ce qui nous a, enfin, à ces accompagnements, bah, je l'ai déjà dit, mais il y a vraiment un enjeu à mieux anticiper, donc notamment au travers du traitement des données, de la cartographie, d'anticiper les besoins en recrutement. Il y a un enjeu de professionnalisation et notamment auprès des managers de proximité. On a beaucoup évoqué la question des entretiens de mi-carrière et des entretiens de fin de carrière qui aujourd'hui sont réalisés, mais finalement, on ne sait pas forcément toujours trop à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'on le fait parce qu'il faut qu'on le fasse, mais ce n'est pas encore un outil de progrès comme ça devrait l'être. Donc, il y a vraiment une focale à avoir sur les encadrants de proximité. Il y a un point sur la valorisation, hein, sur voilà, reconnaître l'expertise et l'expérience des salariés seniors. Ça passe notamment par du tutorat, du mentorat, tout ce qu'il y a autour de la transmission des compétences. Il y a des éléments aussi autour de la formalisation, c'est comme je le disais juste avant, il y a des choses qui font, on ne part pas de zéro, hein, très clairement, les structures dans lesquelles on est allé, il y a des choses qui sont faites, mais souvent il y a un manque de formalisation aussi, et il y a un manque de communication autour de ce qui peut être fait, et donc c'est important, et notamment ça peut passer par la formalisation dans des accords QVCT, GEPP ou autres, et donc ça c'est des choses qui sont vraiment importantes, de pouvoir garder des traces et un cadre aussi sur cette approche-là, et que ça soit vraiment piloté en réalité. Il y a un enjeu sur la coopération, donc je dirais à plusieurs niveaux. Hein, c'est concrètement de la coopération en interne, et donc notamment avec les représentants des salariés dans le cadre du CSE, mais aussi, parce que ça fait partie des éléments qu'on a abordés dans le diagnostic, c'est coopération avec les acteurs externes.
Il y a des structures qui mobilisent assez facilement les acteurs externes, et puis il y en a d'autres qui les connaissent même pas en fait, et qui savent pas ce que les acteurs externes peuvent leur apporter sur cette question et sur tout ce qui peut voilà, être autour des enjeux seniors. Donc il y a un vrai enjeu d'identification des acteurs et de mobilisation de ces acteurs-là, parce on se retrouve souvent tout seul, on a l'impression d'être tout seul, alors qu'il y a un vrai écosystème à mobiliser pour avancer. Et puis, le sixième point, je l'ai évoqué, mais c'est vraiment aussi central pour nous, c'est tout ce qui tourne autour de l'organisation, repenser la répartition des tâches, sur le maintien des salariés à tous agents d'emploi, penser la notion d'organisation inclusive. Je parlais d'organisation capacitante tout à l'heure, c'est comment on essaye de aussi se dégager des marges de manœuvre dans les organisations pour pouvoir répondre à ces enjeux de maintien en emploi des seniors et puis de recrutement aussi, même si on est moins allé là-dessus, ça pose aussi ces questions-là. Le recrutement, à un moment, il va aussi poser la question d'une organisation qui permet d'intégrer des salariés seniors et pas que, je dirais. Et puis peut-être la diapositive suivante. On a, nous, dans le cadre de cet accompagnement, on a eu une structure qui a souhaité être accompagnée, puisque on a pointé du doigt, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, mais on a pointé du doigt le dispositif retraite progressive comme étant un vrai levier en fait pour agir sur le maintien en emploi des seniors. Globalement autour de l'aménagement du temps de travail et donc retraite progressive. Et notamment d'aller donner de l'information aux salariés plutôt que de donner de leur dire, écoutez, allez chercher les infos par vous-même. L'idée, c'est plutôt d'apporter les informations à un niveau collectif. Et donc, c'est poser la question à un moment de, oui, OK, on peut faire venir la CARSAT. En l'occurrence, c'est ce qu'on a fait pour un comité de pilotage. Et avec quand même une question qui se pose, c'est nous, on voit bien que c'est un levier d'action de travailler sur l'aménagement du temps de travail. Par contre, ça fait 10 ans, une RH avec qui j'ai travaillé, qui me dit, ça fait 10 ans que j'ai été recruté pour proposer des contrats à temps plein. Et là, en gros, on me demande de remettre à plat mon organisation. Et donc, moi, enfin, en tout cas, proposer des contrats à temps partiel, notamment pour la retraite progressive ou pour diminuer le temps de travail, pour éviter une exposition à des tâches qui peuvent être pénibles, et en l'occurrence, on ne sait pas si on peut faire. On ne sait pas si on est en capacité de proposer ça. Et donc là, très clairement, on est en train, nous, aujourd'hui, on est rentré par senior et aujourd'hui, on est en train d'accompagner cette structure-là sur un état des lieux actuel, sur l'organisation du travail, sur la charge de travail. Et on est en train là, moi, j'y étais ce matin, pour tout vous dire, sur un deuxième groupe de travail sur la question de la charge de travail, de se dire, aujourd'hui, on voit bien que rentrer par la question des seniors, ça pose des questions sur l'organisation du travail. Et aujourd'hui, on n'est peut-être pas forcément prêt à y répondre parce qu'on ne s'est pas forcément posé toutes ces questions-là. Déjà, on n'a pas forcément fait l'état des lieux. On ne sait pas d'où on part alors qu'on veut déjà savoir où on veut aller. Et donc, il y a un vrai enjeu en fait à travailler là-dessus. Donc là, très clairement, nous, on est en train de travailler avec eux. On a plusieurs phases à la fois sur la charge de travail. C'est concrètement, c'est quoi la charge de travail chez vous? Comment on peut objectiver la charge de travail? Comment on peut évaluer la charge de travail? Et puis un autre point sur le remplacement, par exemple, qui est un vrai enjeu dans cette structure-là, mais comme dans toutes les structures qu'on a accompagnées. Et puis un autre point sur voilà, un retour d'expérience qu'on va faire sur une organisation. Là, ils viennent de mettre en place une nouvelle organisation avec un nouveau taux d'encadrement. Et donc là, on se dit qu'avant d'aller sur la mise en place de la retraite progressive, il faut déjà qu'on soit au clair sur là où ils en sont aujourd'hui et quelles sont les possibilités qui vont s'offrir à eux, plutôt que de faire une information collective et de se dire que derrière, peut-être, on va avoir 10 personnes qui vont nous demander une retraite progressive. Et puis, en fait, on va être obligé de leur dire non parce que l'organisation ne permet pas de le faire. Donc aujourd'hui, voilà, on est en train de faire cet accompagnement. Ça produit beaucoup de choses très intéressantes. Et donc, voilà, sur le dispositif, nous, on a terminé le dispositif. Là, c'est une suite en fait de ce dispositif-là. Et puis peut-être, Christine, je te laisse prendre la parole sur la suite qui est envisagée. Le coup du micro, désolé. Donc pour la suite, effectivement, alors fort de l'expérience qui a été menée avec Eric et avec l'ARACT Normandie, et l'usure professionnelle, le maintien dans l'emploi étant quand même un sujet très prégnant sur alors ce qu'on appelle l'interrégion Ouest.
c'est-à-dire quatre régions pour l'Opco Santé, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Donc pour faire simple, Orléans, Nantes, Rennes et Caen. Euh, il a été proposé, enfin c'est en cours en tout cas de validation, ça a été proposé, c'est en cours de validation, qu'on mène une expérimentation, enfin qu'on prolonge en tout cas l'expérimentation qui a été réalisée en Normandie sur le sujet de l'usure pro et du maintien dans l'emploi dans ces quatre régions, alors avec un partenariat sur les quatre régions avec les quatre ARACT et projet qui pourrait se déployer si tout va bien en novembre ou en décembre 2026. Et l'idée, ce serait qu'on travaille par région en fait sur une typologie d'adhérents qui reste à définir, mais ça pourrait être le handicap ou les personnes âgées ou la protection de l'enfance. Enfin, voilà, ça reste encore à définir, mais voilà ce qui pourrait se profiler et ce qui se profile en tout cas pour la fin de l'année. Donc, Eric, on n'a pas fini de se croiser, on va encore se voir un petit moment. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour Ouais. ce partage d'action. Non, vous aviez encore Je crois des... qu'on est arrivé au bout, hein, Oui, il me semble bien. Voilà. il me semble bien, bien aussi. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation d'accompagnement et qui remet aussi l'importance du diagnostic. Voilà, c'est ma casquette observateur, voilà, que je trouve voilà, aussi intéressante à remettre en avant. Voilà, accompagner, oui, proposer des actions, oui, mais bien sûr toujours sur un diagnostic le plus fin possible pour pouvoir proposer des actions adaptées. Je vois pas de questions dans le chat. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite au deuxième retour d'expérience avec l'intervention de la CARSAT sur son action, justement, par rapport à cette question de maintien dans l'emploi. Et on prendra les dernières questions à la fin de l'intervention de Madame Jus, qui est déléguée aux relations extérieures à la CARSAT. Madame Jus, je vous laisse prendre la parole. Oui, merci. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, juste une petite précision avant de commencer. Je ne suis pas sûre et certaine, en fait, d'être dans la thématique, en fait, puisque là, je vous ai préparé un petit support assez succinct, mais qui concerne plutôt, en fait, le passage à la retraite. Donc, je suis moi-même déléguée aux relations extérieures à la CARSAT Normandie. J'interviens plus particulièrement sur le département de la Seine-Maritime et j'ai également mon homologue Myriam Ancinon. En fait, nous sommes deux délégués en fait hein, sur la Seine-Maritime, donc à exercer nos missions, donc un petit peu de VRP en fait hein, de la CARSAT. Donc notre rôle, en fait, c'est de conseiller les publics qui sont proches de la retraite en allant vers eux. Donc on se déplace dans les entreprises pour les informer sur les dispositifs existants, donc liés au passage à la retraite. On aborde aussi évidemment l'aménagement de la fin de carrière. Donc j'entendais monsieur Pelletier parlait de retraite progressive, donc forcément, ça m'a interpellée puisque c'est un dispositif que l'on présente énormément dans les entreprises parce qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui s'interrogent hein, sur le fait de réduire leur temps de travail en fin de carrière. Donc, on leur parle aussi évidemment de cumul emploi-retraite. Après, vous avez peut-être entendu parler que avec les nouvelles dispositions qui vont bientôt entrer en vigueur avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ces règles vont évoluer et pas forcément dans le bon sens. Il y aura beaucoup de contraintes à partir de l'année prochaine à retravailler lorsqu'on est à la retraite. Donc ça, je vais pouvoir vous en parler un petit peu juste après. Dernière chose, oui, voilà, je vous ai précisé, j'interviens notamment donc, dans les entreprises cénomarines, mais pas que. J'interviens également dans toutes les agences France Travail, donc dans les 19 agences France Travail. Donc on a également une présentation qui est dédiée aux demandeurs d'emploi. On intervient également sur des forums, sur des salons, et puis également dans des organismes partenaires avec lesquels nous travaillons.
Alors, je veux bien qu'on passe les diapositives, merci. Alors, pour vous présenter donc la CARSAT en quelques mots, donc la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Donc, nous sommes situés sur les 5 départements normands. Donc, le siège social se situe à Rouen, donc avenue du Grand Cours. Donc, nous avons des agences également un petit peu partout hein, sur les départements. Donc, nous avons plusieurs missions. Donc, moi, notamment, voilà, je travaille plutôt pour les services retraite. Hein. Donc, première mission, c'est d'assurer et garantir les retraites. Donc, nous conseillons donc nos publics. Nous faisons des analyses individuelles pour leur présenter effectivement les dispositifs et le meilleur départ possible pour eux en fonction de leur situation. Nous vérifions les carrières, nous les corrigeons si besoin. Et puis ensuite, bien sûr, nous instruisons les demandes de retraite et les mettons en paiement. Par la suite, nous accompagnons aussi nos publics seniors. Donc là, c'est plus le service action sociale qui va être vraiment axé sur le bien vieillir. Donc, on propose bien évidemment des aides financières donc aux personnes pour les maintenir à domicile et en autonomie le plus longtemps possible, donc pour tout ce qui est aide ménagère, portage de repas, mais aussi financer des travaux dans l'habitat, donc ça peut être pour les exemples le plus courant de remplacer donc une baignoire par une douche, de financer un lit médicalisé en sortie d'hospitalisation entre autres. Nous avons aussi un service social, cette fois-ci, qui va s'adresser donc aux actifs, mais qui ont été touchés par la maladie. Et nous avons des assistantes sociales, en fait, qui vont accompagner d'une façon très globale dans les démarches qui sont liées à cet arrêt maladie et surtout pour prévenir la désinsertion professionnelle. Dernière mission, donc c'est tout ce qui a trait à la prévention des risques professionnels, donc tout ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Alors, quelques mots aussi sur des actions collectives qui sont proposées donc par la CARSAT depuis quelques années maintenant. Donc ça, c'est mis en place par notre service d'action sociale. Donc, nous avons en fait des prestataires externes qui proposent des ateliers en fait aux seniors. Alors, la cible, ce sont plutôt des assurés qui sont soit dans les 2 ans qui précèdent leur départ en retraite, ou les tout jeunes retraités, on va dire pas plus de 2 ans après la retraite. Donc ce sont 7 ateliers thématiques complètement gratuits. Donc il y a des ateliers en présentiel, des ateliers en distanciel. Donc ce sont des petits groupes de 10 à 12 personnes. Ils peuvent s'inscrire directement à ces ateliers sur le site pourbienvieillir.fr. Alors, je vais vous présenter donc très succinctement également tous les dispositifs retraite existants. Donc, on peut passer à la suite. Alors, avant cela, oui, juste, je voulais vous parler en effet du site de l'assurance retraite, qui est le site de référence en fait pour tous nos publics. Quand on parle de l'assurance retraite, la CARSAT, c'est la même chose. Hein. C'est juste que la CARSAT, c'est l'interlocuteur en fait en région, hein, la caisse de retraite régionale. L'assurance retraite, c'est la branche retraite de la sécurité sociale, ce qu'on appelle aussi bien sûr le régime général. Donc, nous avons un site qui va être profilé en fait en fonction de l'âge de nos assurés. Donc, c'est un espace personnel qu'ils peuvent conserver tout au long de leur vie. Donc, les services proposés, bien sûr, ne sont pas les mêmes à tout. Donc, quand on a un profil actif, on va avoir voilà, des services en ligne qui vont être beaucoup plus axés sur la carrière, sur préparer son départ à la retraite, les démarches à effectuer. Et par la suite, pour nos retraités, les services en ligne vont proposer notamment d'aller consulter ses paiements, de pouvoir télécharger ses attestations de paiement, son attestation fiscale tous les ans, faire une demande de réversion, faire une demande d'aide justement à l'autonomie dont je parlais tout à l'heure hein, pour les aides financières, que ce soit pour l'aide aux travaux ou pour financer son aide ménagère, par exemple. Donc voilà, l'espace personnel mis à disposition de nos assurés.
Alors, pour les actifs, donc pour les personnes proches de la retraite, la première étape sur notre site est d'aller consulter sa carrière. Donc, première chose, c'est d'aller récupérer son relevé individuel de situation afin de connaître les différents régimes auxquels on a cotisé, hein. Le paysage retraite est un peu complexe, hein. Il existe une quarantaine de régimes en France et parfois il n'est pas rare qu'on ait cotisé en fait à 4 ou 5 caisses de retraite différentes selon son parcours, hein, donc selon les endroits où on a travaillé et selon aussi son statut, sa catégorie socio-professionnelle, entre autres. Dans un deuxième temps, on peut donc consulter son relevé et les informations qui s'y trouvent, donc que ce soit pour les périodes travaillées ou les périodes non travaillées. Donc connaître son nombre de trimestres, également connaître son nombre de points pour les retraites complémentaires. Et on a cette petite frise chronologique qui est là en fait pour aider nos assurés à se poser les bonnes questions. Donc, on a des périodes qui apparaissent en verte. Donc là, ça veut dire qu'on a connaissance de toutes les périodes, qu'elles sont déjà remontées. Et dès l'instant où on a une période qui apparaît en rouge, alors ça ne veut pas forcément dire qu'elle est en anomalie, ça veut simplement dire qu'on est en présence d'une année avec un manque d'informations, un manque de trimestre. Donc moi, ce que je dis en général lors de mes réunions, c'est voilà, vérifier en fait par année pour voir si toutes les périodes sont bien reportées. Donc parfois, vous pourrez constater en effet qu'il ne manque rien et auquel cas ça va rester en rouge et c'est tout à fait normal parce que toutes les périodes de vie ne valident pas forcément de trimestre. Par contre, si quelqu'un remarque un manquement, donc ça peut être un employeur qui n'est pas présent, ça peut être une période de chômage, de maladie qui n'est pas reportée, dans ces cas-là, il faut nous le signaler pour qu'on puisse faire les vérifications et les corrections. Alors, on va pouvoir passer sur les dispositifs existants, donc sur le passage à la retraite. Alors, je veux bien que vous cliquiez plusieurs fois. Les dispositifs, voilà, vont apparaître les uns après les autres. Je crois qu'il faut cliquer encore une dernière fois. Voilà. Alors, c'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver. Comme vous pouvez le voir hein, sur cette diapositive, il existe de nombreuses possibilités pour pouvoir prétendre à un départ à la retraite. Le point de départ, le pilier, c'est l'âge légal. Donc, on entend souvent parler de l'âge légal. C'est l'âge minimum de départ en retraite pour tout le monde, quelles que soient dans les conditions dans lesquelles on se trouve. Ce qui veut dire qu'à son âge légal, parfois, on a un manque de trimestre. Eh bien, il est tout à fait possible de prendre sa retraite, même avec un manque de trimestre, à partir du moment où on a atteint l'âge légal. Attention, en revanche, si je prends ma retraite avec un manque de trimestre, j'aurai une décote, donc une minoration sera appliquée en fonction du nombre de trimestres qui est manquant, et cette décote est définitive. On parle aussi de l'âge du taux plein automatique qui est de 67 ans. Donc ça, c'est une situation qui concerne en général des personnes qui ne remplissent pas les conditions idéales pour partir à l'âge légal ou même après l'âge légal parce qu'il y a un manque de trimestre assez important. Et donc, on a des assurés qui parfois préfèrent reporter à 67 ans puisqu'à 67 ans, nous annulons la décote et nous allons donner le meilleur taux de calcul, quoi qu'il arrive, à cet âge de 67 ans. Il y a aussi certains dispositifs qui permettent d'obtenir un taux plein automatique bien avant les 67 ans, notamment tous les dispositifs de départ en retraite dès l'instant où il y a une problématique de santé. Alors, avant de vous parler des dispositifs qui concernent donc une problématique de santé, je vais d'abord vous parler de la carrière longue. On a la carrière longue classique et on a aussi la carrière longue au titre du handicap. Alors, vous connaissez peut-être le principe de la carrière longue. Il faut réunir 2 conditions cumulatives pour pouvoir partir en anticipé. Donc, avoir des trimestres sur le début de sa carrière. Il y a différentes bornes d'âge. Donc, on parle de la borne d'âge des 16 ans, des 18 ans, des 20 ans et des 21 ans. Donc, il faut avoir 4 ou 5 trimestres sur ces bornes d'âge en fonction de son mois de naissance. Ça, c'est la première condition, mais elle n'est pas suffisante. La deuxième condition est de réunir un nombre de trimestres demandés en fonction de son âge, donc en fonction de son année de naissance plutôt. Mais surtout, il faut que ce nombre de trimestres soit entièrement cotisé. À l'âge légal, quand on demande des trimestres, on va cumuler
tous les trimestres, que ce soit des trimestres cotisés par le travail ou que ce soit des trimestres assimilés par des périodes non travaillées comme le chômage ou la maladie. Pour la carrière longue, on ne retiendra que des trimestres cotisés, à quelques exceptions près. On peut toutefois avoir quelques jokers, comme une année de chômage dans toute une carrière qui peut être réputée cotisée, une année de maladie par exemple, ou bien encore le service national pour les hommes qui peut également être réputé cotisé. Donc voilà pour la carrière longue. Donc le principe, c'est de réunir ces deux conditions avant l'âge légal pour pouvoir justement partir un petit peu plus tôt. Au niveau de la retraite anticipée pour les carrières longues des travailleurs handicapés, sont des conditions bien spécifiques. Il faut avoir eu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais il faut également avoir un taux d'incapacité permanente qui soit à minima de 50%. Et pour pouvoir éventuellement prétendre à un départ dès les 55 ans, il faut avoir travaillé et cotisé pendant au minimum 17 années, pendant toute la reconnaissance et la durée du taux. Donc tout ça, ce sont des analyses qui se font plutôt de façon individuelle pour savoir si les personnes remplissent les conditions. Donc on a parlé de l'âge légal, on a parlé des retraites anticipées. Excusez-moi, Il madame. existe aussi... Oui, Madame, juste vous dire qu'il reste 2 minutes, grand max. d'accord. Alors, Merci. je vais zapper sur les autres dispositifs. Peut-être juste quelques mots rapidement quand même, si on peut juste revenir en arrière. Voilà, il existe quand même d'autres dispositifs qui permettent de partir plus tôt. Donc, on a l'incapacité permanente quand on a eu un accident du travail ou une maladie professionnelle. On a aussi les départs à 62 ans. Donc ça va concerner les pensionnés d'invalidité, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et ceux pour lesquels on peut déclencher une inaptitude. On a aussi la retraite progressive. Mais bon, je pense que vous connaissez le principe de l'aménagement de fin de carrière de la retraite progressive. Voilà, on peut passer à la suite. Excusez-moi, hein, mais si Il on n'y a pas avait de laissé un souci, petit je peu de sais temps. qu'on a un Ouais. temps assez réduit. Voilà. Alors, mon agenda retraite, c'est un service en ligne qu'on propose à nos assurés qui est accessible dans les 5 ans qui précèdent le départ en retraite pour pouvoir justement organiser son départ. Ça permet de recevoir des actualités, des rappels et des conseils personnalisés et des alertes pour ne pas oublier de faire ces démarches. La demande de retraite en ligne, alors c'est un formulaire qui permet de réunir en fait toutes les caisses auxquelles on a cotisé, donc ça évite de démultiplier les démarches. Formulaire accessible dans les 5 mois qui précèdent la date de départ. Donc connexion sécurisée avec France Connect, on peut joindre ces justificatifs au fur et à mesure de la complétude du formulaire. Et puis enfin, pour terminer, donc je vous ai noté les modalités de contact à privilégier pour nos assurés, donc l'espace personnel avec une messagerie, la plateforme téléphonique, le 3960. J'ai noté également l'adresse du siège, 5 avenue du Grand Cours. Sachez qu'on a également un accueil minute au siège social. Donc, nos assurés peuvent venir nous rencontrer du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h30 sans rendez-vous. Et il existe aussi une offre de rendez-vous, bien sûr, pour les situations qui ont besoin d'être analysées. Nous avons aussi un partenariat très actif avec les France Services, puisque nous sommes l'un des opérateurs financeurs des France Services. Et donc, les conseillers France Services reçoivent régulièrement des formations sur les dispositifs retraite et sont tout à fait habilités à accompagner nos assurés sur du niveau 1 et sur l'accompagnement de nos services en ligne sur le site de l'assurance retraite. Voilà, je pense Très que bien. c'est terminé. Merci beaucoup, Madame Jules. Désolée de vous avoir un peu bousculé sur la fin de Il n'y a votre pas de souci. intervention. Il n'y a pas de souci. Pascal, je pense que tu voulais prendre la parole. J'ai vu ta main. Avec le micro. Voilà, avec le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai allumé le ventilateur pour tout vous dire. Sinon, je ne serais peut-être plus parmi vous. Donc, en fait, déjà, merci beaucoup pour ces retours d'expérience. C'est vrai que je me sens plus prête, y compris pour préparer ma propre retraite après votre intervention. Et effectivement, la préparation de la retraite, moi, je pense que c'est
aménager la fin de retraite, de carrière et préparer sa retraite, c'est aussi une manière d'être mieux sur la dernière partie de sa carrière dans le poste qu'on occupe. J'avais peut-être une réaction en trois là, par rapport à l'intention et au retour d'expérience de l'OPCO Santé et de l'ARACT. Alors, ce n'est pas forcément un questionnement, mais je veux juste dire, dans votre intervention, j'ai été sensible à la dimension, effectivement, que vous avez soulevée sur les approches finalement plus organisationnelles et systémiques et collectives, alors qui peut-être sont moins à l'œuvre, parce qu'on a tendance parfois à aborder le sujet comme uniquement des problématiques individuelles. Et comme le soulevait ma collègue Annabelle, c'est aussi là que la question du diagnostic prend tout son sens, quand on commence à vouloir regarder les choses un peu en dézoomant un tout petit peu. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant dans votre présentation. Une réaction sur la question de la prise en compte de l'âge dans les stratégies RH. Vous avez bien illustré finalement les différentes manières de s'y prendre, qu'on peut aménager, qu'on peut accompagner, qu'on peut avoir une réflexion sur la répartition de la charge de travail, sur les horaires, sur tout un tas de choses. Voilà, la première réaction qui me vient, c'est que notre système de santé, en l'occurrence, il est déjà tellement en tension que j'imagine que ce travail, il ne peut pas se faire tout seul. Et je vois bien dans ce que vous avez présenté le besoin d'accompagnement des managers et des encadrants sur ces questions qui est assez, à mon avis, assez important, d'autant qu'ils sont parfois eux-mêmes concernés par le sujet, si j'ai bien compris ce que nous a présenté le CARIF au REF, ce qui est assez logique puisqu'on prend des fonctions en général et des responsabilités en avançant aussi progressivement dans la carrière. Et du coup, je me dis que ça doit être difficile dans beaucoup d'environnements de travail, mais dans notre système de santé qui est déjà en grande tension, c'est sans doute encore plus compliqué. Voilà, on va dire. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Comme disait Sénèque, c'est pas parce que c'est compliqué qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que ça devient compliqué, ou il a dit un truc du genre. Donc, il faut quand même continuer à le faire, mais on sent bien que ça ne va pas se faire tout seul et que les managers et les encadrants, ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans. Et ma dernière remarque sur ce que vous avez évoqué et que j'ai trouvé très intéressant, c'est de se dire aussi que quand on réfléchit à ces organisations par le prisme de l'avancée en âge, on travaille finalement les conditions de travail globales pour l'ensemble des agents de ces services et de ces établissements. Et que globalement, on a un problème de maintien dans l'emploi des seniors dans le champ de la santé, mais on a un problème de maintien dans l'emploi tout court, avec des carrières qui sont parfois très très courtes, où on n'a même pas le temps de les voir devenir seniors, nos professionnels. Et donc, j'ai trouvé très intéressant aussi dans votre retour d'expérience finalement, cette façon de dire qu'en travaillant pour que ce soit plus supportable et soutenable avec l'avancée en âge, on travaille aussi la soutenabilité des parcours professionnels tout court et peut-être du coup l'attractivité des métiers de la santé dont on a vraiment beaucoup besoin. Merci Pascal. Madame Jules, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste ajouter, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de parler du cumul emploi-retraite et j'ai vu qu'il y avait une question dans le fil de conversation et donc c'était pour rebondir sur les propos qui ont été dits à l'instant. Il va y avoir aussi un vrai souci du maintien dans l'emploi des seniors de façon législative, d'un point de vue purement législatif. Les conditions vont vraiment se durcir à compter du 1er janvier 2027. Je vous invite vivement à aller sur le site du www.l'assurance-retraite.fr sur la première page. Quand vous descendez dans mes actualités en bas, vous avez toutes les nouvelles dispositions qui vont entrer en vigueur avec la suspension de la réforme et notamment est évoqué le nouveau cumul emploi-retraite. Et celui-ci va être très contraint financièrement parlant. Merci Madame Ju pour ces précisions désolée Pascal, je ne t'ai pas présenté. Donc Pascal Després, directrice générale de l'ORS Crédit Normandie et présidente de la CRSA, Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Donc voilà, je vous propose de passer à la toute dernière diapo, c'est 18h01. Désolée, on est un tout petit peu en retard, mais pas de beaucoup. Donc voilà, je vais passer la main à Manon pour vous évoquer la suite, en fait, par rapport à la suite de ce webinaire.
Alors, on ne va pas vous garder longtemps, mais donc avant de vous quitter, remercier une dernière fois donc les intervenants, bien sûr, mais aussi les participants donc, qui nous ont rejoints pour ce webinaire. C'est l'occasion de vous rappeler les travaux de la plateforme Néo, hein, donc, qui ont été introduits par nos pilotes, qui sont accessibles sur le site de Néo, normandieobservation.org, dans lequel vous pouvez retrouver les activités, les lettres d'information qui sont publiées 2 fois par an, et dont la dernière avait un dossier thématique qui portait sur le vieillissement de la population qui était très riche. Également les publications de nombreux acteurs régionaux et puis un espace open data où vous pouvez retrouver des indicateurs sanitaires et sociaux de la région. Pour la suite, nous vous invitons à noter les prochains rendez-vous. Donc les 16 et 17 septembre, le Gérontopole organise les Silver Day en Normandie sur la thématique de l'aménagement du territoire. Et pour continuer le cycle des webinaires de Néo sur le bien vieillir en Normandie, donc 2 dates qui ne sont pas encore fixées mais qui sont prévues, une en octobre et une en novembre, sur donc la première, le vieillissement et engagement citoyen, et la deuxième sur le vieillissement et la précarité. Voilà. Merci Manon. Oui, donc l'objectif, on sera un peu sur le même format, c'est-à-dire qu'on présentera des données régionales sur ces thématiques-là et ensuite avec des retours d'expérience, d'actions menées concernant les thématiques de vieillissement, engagement citoyen et vieillissement et précarité. Je reviens à ce que je disais en introduction, observer pour pouvoir adapter au mieux les actions menées. Nous vous remercions d'être restés avec nous jusqu'au bout malgré la chaleur. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Le webinaire sera à disposition sur le site internet et on travaillera certainement à la fin de ce cycle de webinaire à une capitalisation globale des échanges pour que vous puissiez l'avoir à votre disposition. Encore merci. Et puis, oui, je croyais qu'il y avait une demande de parole, mais non, c'était des applaudissements, c'est parfait. Voilà, très bien. Bon, ben, bonne fin de journée. Merci. Et puis, à très vite.